Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous et je vous félicite pour la magnifique organisation et le programme de ce congrès que je trouve passionnant. Moi, je suis Caroline Besson, je suis PUPH en hématoclinique au Centre hospitalier de Versailles, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Ma recherche depuis toujours, c'est en épidémio des hémopathies lymphoïdes. Pendant des années plutôt lymphome et virus, et puis maintenant je m'oriente plus vers changement climatique au sens large et hémopathie ou santé même. Et puis je suis membre du Shift Project, qui est une association à but non lucratif qui a pour but de transformer l'économie française dans le cadre pour limiter le changement climatique. En haut à droite, vous voyez un petit logo qui est notre logo non définitif du groupe Hématogreen, et c'est un logo fait par Mathilde Seguin, ici présente, que je remercie. Donc, je vais vous parler de transformation écologique et santé, puis je vais vous parler du groupe Hématogreen qu'on a fondé et dont vous êtes ici plusieurs membres. Hop. Donc, on peut d'abord voir le verre à moitié plein et se dire que, bien sûr, tous les progrès du XXe siècle et même de la fin du XIXe siècle ont permis une amélioration massive de nos conditions de vie dans le monde entier, une diminution de la pauvreté, une augmentation de l'éducation, de l'alphabétisation, de la démocratie, même si c'est pas une amélioration continue du taux de vaccination, une diminution massive de la mortalité infantile, un allongement de notre espérance de vie. Et tout ça, c'est grâce à l'amélioration de l'hygiène, en grande partie, aussi grâce à nos progrès médicaux. Et puis, on peut voir aussi le verre à moitié vide. Tous ces progrès ont entraîné une augmentation massive de la population, du PIB par habitant et du PIB global dans le monde, ce qui induit, comme vous le savez, eh bien, une dégradation dangereuse de notre biosphère, des prises massives de poissons qui rendent difficile l'alimentation pour les gens qui s'alimentent beaucoup à base de poissons, ou une baisse de leurs revenus. Une acidification des océans qui, elle aussi, diminue les poissons et l'environnement maritime. Une perte des forêts qui diminue notre capacité de capter le CO2, et le CO2 qui augmente de façon massive du fait de l'activité humaine. Ce qui fait que maintenant, le changement climatique, nos émissions de CO2 qui augmentent massivement la température, devient notre principale menace pour la santé humaine du XXIe siècle. Et je pense que c'est un problème qui concerne aussi les médecins, et donc qui n'est pas étranger à notre pratique, et qu'il faut dans notre... mais ça, c'est un point de vue mais qui est partagé par beaucoup, mais évidemment pas par tous, que c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre vie quotidienne en tant que citoyen, être humain, mais aussi en tant que médecin. Alors, d'abord, il faut connaître les effets du changement climatique sur la santé. Ça, c'est une diapositive qui provient de l'OMS, qui dit qu'il y a 13 millions de décès attribuables à un environnement altéré tous les ans. Alors, il y a les décès par affection respiratoire chronique, ça, on voit bien ça, pollution, asthme, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les AVC, les cardiopathies ischémiques, les cancers, on vient de le voir, l'exposition chronique à des pesticides augmente le risque de cancer. Il y a les affections néonatales, les maladies infectieuses chez les enfants si l'eau n'est pas propre. Ça, c'est
si on regarde les causes de décès par type de maladie, de l'autre côté, on peut voir par type de cause. Il y a les effets directs du changement climatique sur la santé. Ça va être la canicule d'un côté, le froid de l'autre, les ouragans, les feux de forêt. Des effets plus indirects par la pollution, ce qu'on vient de voir, par la modification des écosystèmes, le problème d'accès à l'eau, je viens de vous en dire un mot, à la nourriture, je vous en ai parlé pour les poissons, les changements de distribution des maladies vectorielles. Vous savez que maintenant, en France métropolitaine, il y a des cas de dengue. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait eu cet été, mais en tout cas, l'année dernière, ça c'est sûr qu'il y a eu des cas de dengue l'été dernier, 2023, en France métropolitaine. Et on peut s'attendre à voir arriver le chikungunya. Il y a des maladies mentales, hein, l'éco-anxiété notamment. Et puis, il y a les effets sur les déterminants sociaux de santé, les contextes socio-économiques qui font que les gens migrent, qu'au Sénégal, les pêcheurs ne peuvent plus attraper de poissons, donc les gens n'ont plus de revenus, et les jeunes migrent et vont mourir sur des petits bateaux. Il y a des risques sur les infrastructures, puisque quand on a un hôpital dans une île des Maldives ou je ne sais où qui va être inondé, eh bien, quand il y a un ouragan, non seulement les gens sont blessés par l'ouragan, mais en plus l'hôpital risque d'être sous l'eau, donc ils ne pourront plus être soignés une fois qu'ils auront été blessés. Donc ça, c'est des effets sociaux. Hop. Donc, entre santé et climat, il y a une relation bilatérale. Plus le climat va mal, plus les gens sont malades. Et d'un autre côté, plus on se sert du système de santé, plus on produit de CO2 aussi, et plus on exploite nos ressources. Et donc, plus on est dans un cercle vicieux. Donc, on peut se poser la question de comment nous, en tant qu'acteurs de la santé d'aujourd'hui et de demain, on peut essayer d'avoir un système résilient, c'est-à-dire qui peut résister au changement climatique et en même temps essayer de diminuer notre effet néfaste sur le changement climatique en lui-même pour briser cette boucle, ce cercle un peu vicieux dans lequel on est tous impliqués, mais évidemment pas que le secteur de la santé. Alors là, je vais vous présenter des résultats du shift dont je vous ai parlé. Il y a Bérénice, je n'ai pas encore vu Bérénice, mais Bérénice, voilà, Bérénice Schell qui est là, qui en fait aussi partie, qui présente aussi ce rapport, qui a été publié en 2022, actualisé en 2023, qui a regardé l'empreinte carbone du système de santé français. Donc, il y a environ 50 millions de tonnes d'équivalent CO2 produits par an par le système de santé au sens large, qui représente 8% de l'empreinte carbone de la France. Donc, 8%, vous pouvez dire que ce n'est pas beaucoup, mais enfin, c'est quand même quelque chose de significatif. Quand on regarde la distribution des émissions carbone par le système de santé, en fait, quand on regarde les émissions carbone, on distingue des émissions directes, ce qu'on fait soi-même quand on fait une action. Je conduis une voiture avec de l'essence, eh bien, il y a une émission directe liée à l'utilisation de l'essence. Et puis, il y a les émissions indirectes. Je soigne dans un hôpital, les gens viennent à l'hôpital, repartent, j'achète des médicaments, je les utilise, les gens repartent avec les médicaments, j'achète une IRM. Donc, tout ça, c'est des émissions indirectes. L'IRM, son empreinte carbone, ça sera lors de sa fabrication principalement. Le médicament, c'est lors de sa fabrication et de son acheminement à l'hôpital. Le patient qui vient ou le personnel qui vient, ça sera en venant à l'hôpital qu'il émettra du CO2. Donc, la plupart des émissions émises par le système de santé, elles sont indirectes. Elles ne sont pas émises directement du fait du fonctionnement de l'hôpital en soi ou du cabinet médical en soi. Et la moitié de l'ensemble, c'est les médicaments et dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux étant entendu au sens très large. Une IRM, c'est un dispositif médical vu par cet angle-là. Donc, quand on regarde la répartition des émissions de CO2 dans l'ensemble du système de santé, c'est un peu moins de 40% les hôpitaux, un peu moins d'un quart la médecine de ville, un cinquième les établissements pour personnes âgées. Voilà en gros les gros chiffres. Donc,
on a fait un rapport pour proposer de décarboner le système de santé, pour soigner durablement, donc pour soigner de façon à la fois développement durable et aussi durablement dans le futur, pour préserver notre système de santé, pour qu'il soit résilient, comme je vous l'ai dit, pour qu'il y ait une continuité de service. Donc je vais vous présenter les mesures qu'on a proposées. Alors comme je vous l'ai dit, la moitié des émissions carbone proviennent des médicaments et dispositifs médicaux. Donc c'est le premier poste sur lequel on pense qu'il faut agir. Actuellement, la fabrication des médicaments, c'est opaque. On ne sait pas les émissions carbone de façon précise de ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie du médicament, depuis sa conception, l'arrivée des différents composants du médicament, sa fabrication et sa trajectoire jusqu'au lieu où on le dispense. Donc, on dit qu'il faudrait avoir des données sur le contenu carbone du médicament, de façon à ce qu'on choisisse le médicament le plus, qui a la charge carbone la plus faible. Mettre en place une politique d'achat éco-responsable, donc pour tous les équipements, les services, ce qui nécessite que chaque fabricant travaille sur son empreinte carbone, la diffuse, et en la diffusant, sera obligé de veiller à la diminuer pour qu'elle soit concurrentielle avec les autres. Ça nécessite de relocaliser certaines molécules en Europe. Diminuer aussi le recours aux médicaments non utilisés et aux médicaments d'ailleurs en général, quand on peut le faire, on va en reparler. Donc ici, vous avez l'impact carbone d'un médicament en fonction, ici c'est l'ibuprofène, en fonction de là où il a été fabriqué. C'est une étude faite aux États-Unis et on voit que le coût carbone de la fabrication d'ibuprofène est 2 fois plus faible s'il est fabriqué aux États-Unis que s'il est fabriqué en Inde ou en Chine. C'est pour illustrer l'intérêt de relocaliser la fabrication des médicaments. D'une part parce qu'il y a moins de transport et aussi parce que notre énergie et nos modes de production sont plus éco-responsables, par exemple en Europe qu'en Chine ou en Inde. Diminuer le recours aux médicaments et réduire les médicaments non utilisés. Pareil pour les dispositifs médicaux, c'est important. Pour les dispositifs médicaux, on peut réfléchir à l'usage unique. Vous savez, maintenant, l'usage unique, c'est devenu la règle. Même pour un fibroscope, eh bien, ils peuvent être jetables. Et donc, on peut réfléchir à la réutilisation, à la stérilisation de gros matériels comme ça, qui sont coûteux et en carbone pour leur fabrication et en ressources naturelles rares, comme les métaux rares. Donc, quand on regarde le volume de la consommation d'un médicament ou d'un dispositif médical, eh bien, si on regarde un médicament, par exemple, il y a une partie qui est inutile, gaspillée, les boîtes qui périment dans les armoires à pharmacie. Il y a une part qui est substituable, on va le revoir, une part qui est la juste prescription, qui est donnée à bon escient, efficace, et puis il y a une part qui est le sous-traitement. Possiblement, il y a des patients qui devraient avoir accès à ce médicament et qui n'y ont pas accès. On peut le voir à l'échelle d'un pays, mais on peut le voir aussi à l'échelle du monde. Et alors là, ça pose des questions plus larges que je laisserai bien sûr ouvertes. Ici, c'est une illustration forte de la substitution du médicament. Ce n'est pas notre domaine, encore moins le mien que le vôtre, mais quand on prescrit des médicaments pour quelqu'un qui a de l'asthme, on peut savoir qu'il y a un effet, un coût carbone extrêmement différent entre un médicament inhalateur avec une inhalation avec de la poudre et de l'air par rapport à un gaz à fort effet de serre. Et donc, quand on a le choix, eh bien, si on sait qu'on peut avoir une empreinte carbone 100 fois supérieure ici, ou 30 fois supérieure, eh bien, il vaut mieux prescrire le médicament
à plus faible impact carbone. C'est vrai aussi pour le paracétamol. Si vous donnez 1 gramme de paracétamol par voie intraveineuse, par rapport à 1 gramme de paracétamol per-os, il y a un effet, il y a une différence d'un facteur 60 entre le gramme donné per-os, parce que c'est juste un tout petit comprimé, par rapport à 1 gramme IV, où il faut la tubulure, le pochon, l'infirmière, le poids du transport. Et donc, il y a beaucoup de médicaments qui ont la même biodisponibilité per-os et IV. Et bien, quand on y réfléchit, il vaut mieux favoriser le per-os que l'IV. C'est vrai aussi pour les antibiotiques, pour le spasfon. Donc, nous, à l'hôpital, on a mis des alertes sur le logiciel de prescription pharma en disant attention, vous prescrivez 1 gramme de spasfon, eh bien, vous pouvez le donner par voie per-os. C'est plus éco-responsable et c'est aussi beaucoup moins cher en coût. Ça, c'était un exemple sur les médicaments. Je vous donne un exemple sur l'imagerie. On peut savoir qu'une échographie, c'est 20 fois moins d'impact carbone qu'une IRM. Je ne veux pas dire qu'il ne faut plus faire d'IRM, évidemment. Mais on peut garder en tête, quand on a le choix entre l'échographie et l'IRM, eh bien que si l'échographie répond à la question qu'on se pose, on n'a pas besoin de faire l'IRM. Le scanner, c'est aussi 3 fois moins que l'IRM. C'est des ordres de grandeur que si on les a en tête, eh bien on peut les appliquer en pratique. Un autre exemple, c'est les gaz médicaux. Les gaz médicaux, là, le protoxyde d'azote, c'est un gaz à très fort effet de serre. Donc, on peut réfléchir à sa bonne utilisation, à favoriser plutôt l'hypnose, par exemple, qui marche aussi bien pour les gestes désagréables et qui est valorisant pour les infirmières. Nous, à l'hôpital, on a supprimé le circuit de protoxyde d'azote parce que dans beaucoup d'hôpitaux, il y a des circuits, en fait, dans lesquels il y a toujours des petites fuites. Et donc, ne serait-ce qu'entretenir le circuit alors qu'il ne servait plus à rien, c'était des émissions de gaz à effet de serre totalement perdues et inutiles. Donc, réfléchir à l'usage des gaz médicaux, là encore, ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, mais ça veut dire qu'il faut y réfléchir et, quand on les utilise, être conscient de leur impact. Il y a aussi des réflexions sur les déchets, sur les déplacements. Quand faut-il se déplacer? Est-ce qu'on peut faire des téléconsultations plutôt que des déplacements systématiques? Est-ce qu'on peut mettre éventuellement plusieurs patients dans une ambulance quand ils viennent d'une même structure? Est-ce qu'on peut faire des consultations avancées, déplacer le docteur qui voit plusieurs patients plutôt que faire venir tous les patients? Faire de la téléexpertise. Il y a beaucoup de choses en hématologie qui peuvent se régler en un coup de fil sans que le patient vienne forcément. L'alimentation, je passerai. La rénovation des bâtiments, je passe. Donc, les émissions indirectes représentent la plus grande part des émissions du système de santé. La moitié, c'est les médicaments, les dispositifs médicaux, suivis des déplacements, de l'alimentation et ensuite les déchets. Il y a de grandes marges de manœuvre. Elles doivent être fondées sur la science. Elles nécessitent de travailler avec les fabricants des médicaments, avec les fabricants des dispositifs médicaux pour pouvoir réduire cet impact carbone. Ne pas agir contribue à aggraver le changement climatique et ses effets sur le système de santé. Donc maintenant, je vais aborder la partie qu'est-ce que nous, on peut faire aussi. Donc j'essaie de vous convaincre qu'on doit mettre en œuvre dans nos pratiques une approche de développement durable. Le développement durable, c'est le développement qui permet de satisfaire les besoins présents, c'est ce qu'on fait au quotidien quand on soigne nos patients, sans compromettre la capacité des générations de demain à satisfaire les leurs. Alors, il y a une génération d'écart entre vous et moi, mais donc demain, c'est vous plus vieux et c'est vos enfants, les miens aussi. Et donc là, on peut y réfléchir et c'est ce que je vous engage à faire. Comment agir? D'une part, mieux connaître les évolutions d'incidence des pathologies, de leurs facteurs de risque, des changements attendus du fait du changement climatique et des transformations auxquelles on est confronté.
C'est ce qu'on vient de voir aussi sur les pesticides. Si on diffuse ces informations plus largement, on peut espérer que les agriculteurs comprendront qu'il faut réduire leur usage des pesticides pour leur santé à eux et pour celle de leurs enfants. Diminuer notre empreinte carbone en évaluant, en transformant nos pratiques. Éduquer les soignants au cours de leurs études, en formation continue, les patients, les citoyens, pour que tout le monde s'empare de ces sujets. Collaborer, c'est agréable de travailler à plusieurs, de travailler entre infirmières, aides-soignantes, médecins, patients, décideurs publics. Ça change la façon de voir les choses. Donc, on a créé un groupe Hémato-Green. Donc, vous êtes beaucoup dans ce groupe ici. C'est ouvert à tous. Il y a ce logo en cours de finalisation, mais il est déjà pas mal comme ça. Vous direz à Mathilde ce que vous en pensez. Donc, il y a des jeunes, mais des plus vieux aussi, que j'ai mis en italique. Pour l'instant, j'essaye d'y associer des associations de patients sans grand succès. Mais je continue à espérer y arriver. Alors, on a plein d'objectifs. Travailler sur l'épidémiologie, mieux connaître, mieux informer. Un travail sur le bilan carbone du parcours de soins de patients atteints de lymphome du manteau, avec un interne de Lyon que vous connaissez peut-être, parce que Lyon, c'est pas loin d'ici, c'est Max Pifou. Un projet sur l'impact carbone de la prise en charge d'un patient atteint de LLC, un autre sur l'impact carbone des congrès d'hémato. J'avais fait un séminaire en ligne en mars et je refais aujourd'hui. On fait une enquête. Alors, je ne sais pas si pour l'enquête, l'enquête est presque finie, donc j'espère qu'on va la faire passer très vite. On écrit un éditorial qui est là aussi presque fini. Réunion à la SFH, j'ai rencontré le bureau de la SFH début septembre pour leur annoncer la structuration de ce groupe. Et je pense que je vais me présenter à la SFH pour pouvoir continuer à l'animer de l'intérieur. On en a parlé aussi à la commission éthique de la SFH et je reste jusqu'à demain parce que je serais ravie de participer à votre réunion sur les soins palliatifs et la fin de vie. Donc l'épidémiologie, je vous ai dit, mieux connaître, collaborer. J'ai un exemple où moi je travaille en épidémio sur une grande cohorte E3N, mais je crois que je deviens un peu longue. Donc en gros, on a montré que plus on habitait près d'une source d'émission de dioxine, et dioxine étant un composé industriel non désiré qui est produit dans l'air, et on connaît les sources de dioxine, et plus on habite près d'une source de dioxine, plus on a un risque augmenté de LLC. Ça, c'est notre travail sur le lymphome du manteau. On a fait un poster à la SFH et j'espère qu'on aboutira à un article. Ça, c'est notre travail avec Janssen et Mathilde Chanu, notamment ici présente, pour comparer l'empreinte carbone de différents parcours de soins, tout oral plus passage en HDJ versus chimio conventionnel. Le travail de Pierre Sujaubert, plus une interne, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, de Lyon, qui montre que pour l'EHA cette année, donc ça c'est confidentiel, il y a eu 1,3 tonnes de CO2 par personne qui a participé à l'EHA. Et pour les 5 plus grands congrès d'hémato, 206 000 tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente 8 fois Paris. Bon. Donc, bref, il faut réfléchir avant de se déplacer tout azimut. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller du tout au congrès, mais qu'il faut juste réfléchir. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire cette présentation et de participer aussi, si vous voulez bien, aux ateliers de réflexion. Donc, les questions ouvertes, c'est quelle place pour la sobriété quand on prend en charge une hémopathie maligne? Et ça, je la laisse grande ouverte pour en reparler avec vous demain.
Quel est l'impact carbone d'un protocole de recherche thérapeutique? Ça serait une autre piste à discuter, notamment, comme moi je m'occupe plutôt des lymphomes, avec le LISA, si quelqu'un veut y réfléchir parmi les jeunes. Comment la recherche académique peut-elle reprendre la main sur les schémas thérapeutiques? Réflexion éthique autour de la notion de juste soin, d'obstination thérapeutique dans un monde fini. Et je pense que demain permettra d'en parler. Merci pour votre attention. Donc, le Shift Project, c'est en ligne. Le Lancet Countdown, c'est l'initiative du Lancet sur le changement climatique. Le GIEC, rapport pour les gens qui ne connaissent pas très bien le sujet, accessible en français très facilement. Et merci pour votre attention et je serai disponible pour répondre à vos questions ou pour vous accueillir dans des réflexions de recherche future si vous le souhaitez. Merci beaucoup, c'était très clair et super, une très belle plus qu'introduction. Est-ce que quelqu'un a des questions dès maintenant, questions brûlantes, sans mauvais jeu de mots, pour Dr Besson? Déjà, bravo pour ta présentation et cette initiative. Je pense, ça fait plaisir, je pense, aux jeunes de voir qu'il y a une initiative qui est lancée auprès de la SFH. Je voulais aussi dire qu'on vous fait venir en train aux journées de l'AIH, c'est un choix. Même si on sait que ça prend plus de temps, que ça nous coûte plus cher, c'est un choix aussi en rapport avec ces empreintes carbone. Du coup, ma question, c'est comment on se forme au calcul de l'empreinte carbone? Comment tu appréhendes ces sujets, en fait? Alors moi, je ne suis pas formée au calcul d'empreinte carbone. Donc, il y a des... Au Shift, il y a des polytechniciens ou ingénieurs des mines qui sont des charmants jeunes hommes hyper à fond là-dedans. Donc, c'est eux qui font ça. Max Pifou à Lyon, lui aussi. Alors, lui, il n'est pas polytechnicien à ma connaissance, mais il adore ça aussi. Et donc bref, c'est des ingénieurs ou des un peu geeks qui font ça. Moi, je ne sais pas le faire moi-même. Et puis, il y a des cabinets de consulting qui sont très développés, Primum non nocere, et puis plein de... Il y en a un sur les médicaments, Bérénice, je ne sais pas comment... Il y a celui qui... Ecovamed, je crois, sur les médicaments. Donc bref, maintenant, il y a des petites start-up ou des petites entreprises qui sont spécialisées là-dedans.